On doit passer, c'est pas très grave, hein. Ça change rien du tout. Est-ce qu'on commence direct? Attends quelques minutes que les gens soient commencés. Je vais aller dans une pièce pour voir si on se voit. Merci. Je suis à côté encore un peu, je partir Il n'y a pas de problème. la sortie de derrière. Je te suivrai. Non, non, tu peux passer par là. En ça Avec le vélo, marche toi pas. Ah oui, non, c'est pas très grave. Je repasserai. Tu sais que c'est bon? Oui. C'est pas ok, c'est bon. Bon courage pour ton journée. Bonjour aux participantes et participants qui sont déjà arrivés. On va attendre 1 ou 2 minutes que le plus de personnes possible se connectent. Et puis on va commencer notre webinaire. D'accord, j'ai déjà 46 personnes. Attention. Risquer le scandale. Déjà 46 personnes de connectées, donc on attend encore 1 minute et puis on va pouvoir commencer ce webinaire. Le son était acceptable. Et peut-être peut-on mettre le téléphone ailleurs? On l'a éteint. Éteint, c'est parfait. Et voilà, je crois qu'on a laissé un petit peu de temps et on va pouvoir commencer ce webinaire sur les arbres, la protection des arbres en ville. Donc on innove un petit peu, on s'essaye à un nouveau format avec une vidéo en live sur YouTube. Donc on va accepter plus facilement des participants tout au long de ce webinaire. Et puis on aura la possibilité après un petit peu les propos sur le droit des arbres, la possibilité d'avoir un échange ensemble. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions dans l'espace de discussion, dans le chat, et nous on va les collecter tout au fur et à mesure du webinaire et ensuite pouvoir y répondre, en tout cas certaines d'entre elles, à la fin du webinaire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de la meilleure manière d'utiliser les leviers juridiques, le levier juridique, mais on va voir qu'il y en a plusieurs, pour protéger les arbres en ville.
Donc c'est un webinaire un petit peu plus juridique, mais il concerne aussi l'ensemble des luttes pour protéger le vivant et les arbres, puisqu'il va traiter des outils aussi de communication, même si ce n'est pas le sujet principal. Je suis donc Maxime Collin, je suis juriste et salarié de France Nature Environnement Île-de-France. Donc je travaille sur la protection des arbres assez régulièrement, et puis je travaille aussi sur un outil qui s'appelle Sentinelle de la Nature, sur lequel on a aussi beaucoup de sujets relatifs aux arbres menacés. C'est de ce point de vue-là que je vais m'adresser à vous pour donner un petit peu voilà, les bonnes pratiques et les bonnes pistes pour essayer de se lancer dans la protection de notre environnement au sens plus ou moins large. Voilà. Alors je voulais excusez-moi, je voulais rappeler le fait que ce webinaire, donc avec une dominante juridique, s'inscrit dans un cycle finalement de webinaires sur la protection des arbres, donc on en est au deuxième webinaire, qui s'inscrit lui-même dans la campagne Arbre en ville, ville en vie. Donc, merci. Oui. Donc, Arbre en ville, ville en vie, donc une campagne que nous co-organisons entre France Nature Environnement, qui est une fédération d'associations de protection de l'environnement, et Green Voice. Donc on s'est associé pour essayer de proposer cette campagne qui vise à outiller au mieux les citoyens à la protection des arbres en milieu urbain. Donc il s'agit véritablement d'essayer d'éviter, d'organiser des luttes pour éviter des atteintes à des arbres en milieu urbain. Donc on est moins sur la question de la sanction des atteintes aux arbres, que faire lorsque par exemple de nombreux arbres ont été abattus de manière illégale ou autre, toutes les sanctions pénales, etc. Donc ça ne va pas tellement être le sujet, ainsi que d'autres questions. On va pardon, j'ai un petit peu un problème. Donc, excusez-moi, ce webinaire donc est plus sur les questions juridiques, et celui d'avant, donc qui avait eu lieu au début du mois de février avec Georges Fetterman et Elodie Ferrat de Green Voice, était plus axé sur la nécessité de préserver les arbres en ville, donc les arguments davantage sensibles et scientifiques qui poussent à une compréhension, une meilleure compréhension du rôle des arbres en ville, et voilà, tout ce qui peut motiver finalement leur protection. Et on aura un troisième webinaire à venir, donc le 19 mars, je l'annonce, et vous pouvez vous y inscrire en cliquant on va transmettre à toutes les personnes inscrites à ce webinaire, et puis de manière aussi plus large sur notre site, sur nos sites respectifs de Green Voice et de FNE Île-de-France, le support de cette présentation pour que vous ayez tous ces outils à disposition. Il y a une boîte à outils à la fin, il y a plusieurs liens sur lesquels vous pourriez être amené à cliquer, notamment celui d'inscription au troisième webinaire qui, lui, portera davantage sur la campagne citoyenne, comment se mobiliser, comment mobiliser les citoyens pour protéger de manière efficace les arbres en ville. Je disais donc que ce webinaire s'inscrivait dans le cadre de cette campagne Arbres en ville. Nous avons plusieurs portes d'accès à cette campagne. Je vous ai dit l'objectif, mais donc la première porte d'entrée finalement dans cette campagne, c'est, excusez-moi pour les slides qui avancent un petit peu vite. La première porte d'entrée, c'est le site Sentinelle de la Nature. Sentinelle de la Nature, c'est une plateforme en ligne qui est également une appli smartphone sur laquelle les citoyennes peuvent signaler des atteintes à l'environnement au sens très large, ainsi que des initiatives favorables intéressantes.
Donc on travaille vraiment à traiter, à conseiller les citoyens via cette plateforme Sentinelle de la Nature depuis 2018 à peu près. Euh, sur des thématiques très variées du droit de la protection de l'environnement. Et on a de plus en plus de citoyens qui s'investissent dans cette veille collective. C'est un outil assez intéressant. Il nous arrive de faire des campagnes comme celle-ci, campagne de signalement, où on pousse les citoyens, citoyennes à nous signaler des choses précises pour pouvoir apporter une réponse qu'on a pu préparer avant la plus complète possible, les conseiller au mieux, de préparer des outils aussi de formation comme ce webinaire. Et puis on va pouvoir mener avec toutes les informations qu'on va obtenir grâce à ces signalements, on va pouvoir mener un plaidoyer. Donc notre plaidoyer, en l'occurrence, traite de la question de la place de l'arbre en ville, et on essaye de renforcer les connaissances qu'ont les personnes de leur intérêt et des meilleures manières de les protéger. Donc vous pouvez vous rendre sur ce site sentinelledelanature.fr, sentinelle au pluriel. Et vous aurez une page campagne qui vous permettrait vous pouvez soit signaler directement un signalement et préciser qu'il s'inscrit dans cette campagne, soit aller directement sur la page de la campagne, Arbre en ville, et on vous proposera de faire un signalement. C'est très simple, hein, en quelques clics vous pouvez localiser votre atteinte, ou votre initiative favorable, et effectuer votre signalement en donnant le maximum d'informations. Si vous avez des photographies, la localisation c'est important, si vous avez des photographies c'est très bien, également pour nous aider nous à analyser et à essayer de qualifier juridiquement dans quelle situation on se trouve, et à vous donner les outils les plus adaptés, les plus adapté à votre sujet. Donc on a lancé cette campagne en décembre, Arbre en ville, ville en vie, puisque voilà, c'est de cette manière, c'est en préservant les arbres en ville qu'on va pouvoir y préserver davantage la vie. Entendu aussi au sens large. Donc on a eu déjà certains signalements via cette campagne. On a pu déjà conseiller donc les sentinelles, les personnes qui ont fait ces signalements, avec des outils qu'on avait préparés, hein, et qu'on va vous rappeler et que vous pouvez retrouver sur notre site internet, FNE Île-de-France, ainsi que d'ailleurs sur le site de Green Voice. Donc on a pu conseiller, on a eu des signalements qui étaient très variés. D'ores et déjà, donc on a des alignements d'arbres menacés, des arbres qui concernent qui concernent plus des conflits entre voisins, dont certains voisins veulent que d'autres abattent des arbres, ou des voisins qui abattent des arbres tout simplement. Voilà, donc des situations très variées, des arbres plus dans des petits espaces boisés urbains, ce type qui seront menacés, ou d'ailleurs des modifications de plans locaux d'urbanisme qui impliquent des diminutions des protections des arbres. Donc on a des choses très variées, ça c'est très intéressant. Vous voyez un petit peu sur cette slide la dispersion géographique de ces signalements, c'est assez varié également. On a pu aider ces sentinelles à qualifier juridiquement la situation, à faire ensuite une veille pour essayer de voir s'il n'y a pas des autorisations qui avaient été délivrées sur ces arbres pour pouvoir savoir si elles étaient contestables ou pas. On a même participé à une enquête publique, je disais, une enquête publique sur la modification, sur la révision d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme qui allait impacter un peu le niveau de protection des arbres. L'association France Nature Environnement Île-de-France a pu faire ça grâce à des arbres menacés qui avaient été signalés sur cette plateforme Sentinelle. On a aussi déposé une plainte donc sur un dossier où si là on avait un espace boisé classé qui avait été qui était menacé, qui avait été détruit d'ailleurs, pardon. Et puis aussi on a pu mettre en demeure un maître d'ouvrage qui avait pour projet d'abattre un alignement d'arbres, et ce qui l'a poussé à respecter la réglementation. Donc c'est déjà une petite victoire en soi, même si on va le voir, dans ce cas-là, on n'a pas obtenu gain de cause. Voilà un petit peu le cadre
de cette campagne. Donc ça, c'est la partie comment on peut donner, outiller véritablement sur le droit, sur notamment, et sur l'information aussi, enfin, partager l'information, essayer de trouver l'information, faire des investigations ensemble, et informer aussi les autorités compétentes publiques qui vont pouvoir intervenir, comme l'Office français de la biodiversité par exemple. Donc c'est l'aspect un petit peu technique sur le terrain, comment on peut aider les personnes, les associations à militer pour protéger les arbres en ville. Il y a tout un autre aspect qui sera le sujet central du prochain webinaire qui est donc l'aide à la mobilisation citoyenne pour protéger ces arbres. Et les deux ne sont pas séparés, hein. Les deux doivent être menés de front, en tout cas en même temps. Donc c'est quelque chose de complètement conciliable. L'action juridique et l'action de mobilisation. Et nous avons donc Green Voice qui est un petit peu spécialisé dans cet accompagnement d'acteurs associatifs ou citoyens, d'ailleurs surtout citoyens, dans ces mobilisations et qui passe en général par l'outil des campagnes, qui passe par l'outil pétition. Donc c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut réaliser des pétitions et on peut être également conseillé. Donc là vous voyez un petit peu quelques points sur ces slides d'action que peuvent mettre en œuvre Green Voice pour accompagner les sentinelles dans la protection du vivant au sens très large, puisque bien sûr Green Voice travaille aussi sur les autres thématiques environnementales. Donc on en vient maintenant à notre sujet, la protection juridique des arbres. Nous avons... Oui, pardon. J'ai toujours un petit problème de slide. Donc, en 3 mots, voilà, on va essayer de distinguer tout ce qu'il est possible de faire en amont, donc militer pour que nos arbres soient protégés, parce qu'on va se rendre compte que les arbres sont très mal protégés. Voilà, c'est un peu le message malheureux qu'on se doit de délivrer quand même, puisque c'est la réalité. Prendre connaissance de certains outils qui existent, bien sûr on ne va pas tous les développer, mais on va citer ceux qui sont, et puis développer un petit peu ceux qui sont pertinents et qui sont en tout cas souvent utilisés, mobilisables. Et puis voilà, prendre conscience progressivement de quelques bons réflexes pour ne pas se tromper dans les délais et dans les actions qu'on met en œuvre pour parvenir à nos objectifs. Donc on va parler en première partie de l'insuffisante protection des arbres par le droit. On va parler en particulier sur les outils de protection. On va parler à plusieurs moments de la protection des alignements d'arbres. Et on va essayer de lister les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour s'organiser et organiser une stratégie efficace pour protéger les arbres. Je disais donc... sur la protection en fait, du droit positif, donc du droit applicable en France des arbres, elle est insuffisante. Je voulais juste rappeler tout de même les apports en fait, du premier webinaire qu'on a organisé sur finalement la place des arbres en ville. Je voulais juste rappeler quand même quelques éléments qui sont plus scientifiques, mais sur voilà, la place et l'importance des arbres. C'est pas seulement pour des questions esthétiques, bien que la question du paysage est essentielle. Les arbres contribuent de manière notable au paysage, urbain ou pas d'ailleurs, et donc à finalement l'attachement des citoyens à leur environnement. Que ce soit autour de chez eux, mais aussi partout ailleurs où ils peuvent circuler en ville. Il y a aussi, bon voilà, après il y a aussi ça peut aussi avoir des incidences sur la santé, puisque voilà, il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait une corrélation entre les arbres et la santé mentale des habitants. Donc que les arbres avaient un effet bénéfique sur la santé humaine et sur notamment psychologique.
Nous avons aussi, et ça c'est l'argument essentiel je pense, la place de l'arbre en ville aujourd'hui elle doit être renforcée parce que c'est le dernier refuge de la biodiversité, enfin c'est pas le dernier, il y en a d'autres, il y a le sol bien entendu, et puis la végétation au sens plus large. Mais c'est souvent tout de même les arbres qui recèlent le plus de biodiversité parce que les arbres peuvent être des habitats de beaucoup d'espèces, d'oiseaux, de chiroptères, d'insectes, et j'en passe. Ils ont un rôle très important donc pour accueillir finalement la biodiversité qui est carrément menacée en ville, hein. On n'est pas sur une transition, une diminution de la biodiversité, on est sur un effondrement net, et en particulier en milieu urbain où on voit que toutes les populations d'oiseaux par exemple tendent à disparaître, et plus on est dans une grande ville, plus la disparition est rapide. Et voilà, on a plusieurs espèces qui disparaissent de la plupart des centres urbains en fait très régulièrement. Donc c'est absolument, enfin bon, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Après, il n'y a pas seulement comme habitat, il y a aussi comme comme espace de circulation. Les arbres sont essentiels aux corridors et aux continuités écologiques. C'est par eux que vont pouvoir circuler les espèces au sens large, la biodiversité on va dire. Il y a aussi un rôle très important sur l'hydrologie. Déjà, les arbres sont sur des sols en général en pleine terre, même si on a quand même une tendance à un développement des arbres en pot qui est quand même pas forcément, ou en gris, enfin dans des espèces de cuves, qui sont pas forcément ce qui se fait de plus intéressant, mais souvent c'est en pleine terre, ce qui fait que finalement quand on a un arbre, on a un sol qui n'est pas artificialisé, et le sujet de l'artificialisation des sols est essentiel, enfin est très important, donc voilà, il y a déjà ça, et après il y a des études aussi qui prouvent le rôle très important dans le ruissellement, dans l'alimentation des nappes phréatiques, et puis voilà, finalement on a un rôle de l'arbre dans le cycle de l'eau qui est important à considérer. On a aussi voilà, des effets sur le bruit, hein, qui peuvent, enfin voilà, ça peut permettre de filtrer le bruit, mais aussi et surtout la qualité, enfin la pollution de l'air. Donc on a un rôle important aussi des arbres pour la pollution de l'air. On pourrait citer d'autres éléments sur la captation du carbone. Voilà, c'est des vastes sujets, mais on va aller un peu plus vite là-dessus. Donc voilà, tout cela pour renforcer, insister un petit peu, appuyer sur vraiment l'importance et le moment crucial qui se joue aujourd'hui, puisqu'on a par exemple de nombreux alignements d'arbres dans les centres urbains. Et d'ailleurs pas seulement dans les centres urbains, mais il y en a beaucoup qui sont l'héritage de politiques du passé, qui fait qu'on a encore beaucoup d'arbres. On a aussi parfois des des espaces boisés qui demeurent, et on a des friches dans lesquelles il y a des arbres qui vont avoir. On a finalement voilà, un patrimoine qui est le fruit de l'histoire et de certaines politiques. Et puis aussi de plein d'autres éléments, des industrialisations, le fait qu'il y ait des friches, etc. Donc on a finalement ce patrimoine-là, je ne sais pas si le terme de patrimoine est le meilleur, mais en tout cas on a voilà, ces arbres-là, et on voit quand même qu'on a un intérêt de plus en plus fort des citoyens pour ces arbres-là. Par contre, on a des politiques qui ne sont pas forcément favorables à cela, et par exemple, les alignements d'arbres, ils tendent à disparaître, et pour des justifications qui vont parfois être la création de pistes cyclables, la création l'allongement enfin, la place pour les piétons, etc. Donc
des contradictions qui vont qu'on n'aurait pas forcément anticipées, mais qui vont menacer finalement les arbres. Donc on a un véritable sujet actuel, d'actualité, sur les arbres qui sont très souvent menacés. Le sujet, en tout cas la manière dont le droit appréhende les arbres, il est il est complexe. Si on donne quelques juste indications historiques, voilà, on se rend compte que finalement les arbres sont d'abord considérés en tant que forêt, qui n'est pas le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça va être plutôt de cette manière que les premières protections de l'arbre vont apparaître finalement, notamment avec les ordonnances de Colbert sur les eaux et forêts, à un moment où justement on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin du bois et que c'est une ressource limitée et qui tend à décliner. Donc pour des usages variés, on en a besoin, donc on va mieux les protéger. Ensuite, on voit que voilà, la codification de ces normes-là dans le code forestier un petit peu plus tard, on voit que on va davantage, enfin le droit, le législateur va davantage travailler sur limiter certains droits qui ont été attachés aux arbres, notamment par exemple le fait de glaner, donc de récupérer les fruits de l'arbre, etc. Et on voit qu'on a finalement un agrandissement, une extension du domaine de la propriété privée sur ce bien commun que sont les arbres. Jusqu'à arriver donc dans le code civil où là on a justement cette propriété privée qui a fait un peu a eu un impact très important sur les arbres, puisque on a dès le départ dans le code civil un article qui permet aux propriétaires d'exiger que des arbres trop proches de leur propriété, sur une propriété voisine, soient élagués, abattus, voire qu'on puisse jouir des fruits qui tombent dans notre propriété. Donc on voit que là, on est en train de lier complètement l'arbre à la propriété privée, qui elle-même est très protégée, d'ailleurs constitutionnellement. Donc ça, c'est un article très ancien, qui a plusieurs siècles, qui est dans le code Napoléon, et qui est très impactant, parce qu'il s'applique toujours aujourd'hui. On peut se dire qu'il n'est plus vraiment d'actualité, qu'il devrait disparaître, et d'ailleurs c'est ce que je pense. Mais pour autant, c'est pas le droit positif, lui accorde toujours une importance. C'est sur ce fondement-là que de très nombreux arbres sont abattus chaque année et créent des conflits de voisinage très importants, puisque des voisins vont exiger que des riverains vont exiger que des voisins abattent des arbres. Là-dessus, juste, je vais... Alors, mes slides sont très fournis et complexes, je m'en excuse, mais c'est surtout pour ceux qui voudraient regarder cela dans le détail plus tard. Je vous enverrai donc ce support de présentation. Mais juste dire que voilà, cette protection, cette possibilité, donc c'est pour les arbres qui sont à moins de 2 mètres de la limite de la propriété, cette protection, elle n'est pas non plus absolue, il y a des exceptions. On peut se servir de critères, de caractéristiques pour nier l'application de cette règle de droit. C'est une dérogation. Par exemple, il y a la prescription trentenaire. Lorsque l'arbre était déjà existant, mature depuis 30 ans, on va pouvoir finalement ne pas appliquer ça va protéger l'arbre, et on va pouvoir exposer, enfin en tout cas indiquer à notre voisin que finalement cette règle ne s'applique pas, du code civil ne s'applique pas. On a aussi la possibilité d'échapper à cette règle qui impacte les arbres lorsqu'il y a une protection réglementaire spécifique qui protège l'arbre. Par exemple, l'arbre est protégé par le plan local d'urbanisme qui gère, qui dit dans quelle zone on peut construire, pas construire, et puis là aussi il y a des procédures spéciales pour les arbres, notamment les espaces boisés classés, les EBC. Eh bien, lorsque voilà, on a un arbre qui est protégé,
eh bien voilà, le voisin ne pourra pas nécessairement appliquer l'article 673 du Code civil. Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'ai mis un exemple récent qui précise bien cette particularité. On a eu 2 signalements dans le cadre de cette campagne Arbre en ville, ville en vie, qui ont trait à ces conflits de voisinage sur la place des arbres. Donc ça montre quand même que c'est toujours un sujet d'actualité et que voilà, savoir un petit peu les moyens de se défendre et de ne pas forcément accepter les conditions du voisin. Enfin, des fois on a des arguments pour lui dire non, je ne vais pas procéder à l'élagage ou à l'abattage de l'arbre de manière trop radicale. Grâce à ces raisons-là, une protection réglementaire ou une prescription trentenaire, donc l'existence de l'arbre depuis plus de 30 ans. Le problème, c'est qu'il va falloir prouver ça. Alors, pour ce qui est de la protection réglementaire, vous pouvez le faire assez facilement. Il faut trouver l'information, et ça, on va vous expliquer un petit peu. Pour la prescription trentenaire, bah voilà, c'est une preuve libre. Vous allez pouvoir prouver par tout moyen, acte notarié, photographie, etc. Donc là, je mets... Voilà. Je vais pas aller dans le détail. Mais ça marche aussi d'ailleurs, donc propriété privée, propriété publique, ça fonctionne également. Un petit exemple, par exemple à Villemoisson-sur-Orge, dans l'Essonne, nous avons voilà, plusieurs arbres donc en limite de propriété, dont le voisin souhaite qu'il soit abattu. Donc dossier intéressant qui nous a été signalé dans le cadre de la campagne Arbre en ville. Et sur lequel on a pu, et voilà, je vais remettre la photographie, donc celle-ci, ces arbres-là, bon ça se voit un petit peu, ils sont assez hauts, assez grands, existent depuis plus de 30 ans, donc la prescription trentenaire trouve à s'appliquer. Donc c'est déjà, on ne peut pas déjà exiger n'importe quoi sur la justification de l'article 673. Un autre exemple à Montlhéry, en Essonne également, où là, voilà, on a aussi deux arbres magnifiques en bordure de propriété, dont les voisins souhaitent justement l'abattage. Donc c'est aussi une situation où on va pouvoir tenter de faire jouer les exceptions et les caractéristiques particulières qui font que l'abattage n'est pas, le voisin ne peut pas exiger qu'il soit abattu ou substantiellement atteint par un élagage qui ne soit pas adapté justement aux caractéristiques de l'arbre. Donc j'avais fait une petite présentation historique de l'évolution du droit de l'arbre. Donc on voit que finalement on s'est davantage protégé, on s'est davantage organisé, et le droit est davantage tourné vers finalement la possibilité de porter atteinte aux arbres que vers leur protection pendant longtemps. Et que finalement aujourd'hui, si on prend la situation actuelle, on n'a toujours pas finalement les arbres peuvent être des sujets de droit, mais ils ne sont pas en tant que tels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre n'est pas une qualification, un sujet juridique uniforme qui, dans toute situation, un arbre, on sait que on va pas pouvoir y porter atteinte de cette manière, etc. Tout va varier finalement en fonction de où est-ce qu'il est situé et d'autres critères. Donc il n'y a pas de protection uniforme, ni de procédure d'atteinte aux arbres qui soit uniforme. Tout va dépendre de la localisation de cet arbre et d'autres caractéristiques. Donc finalement, on ne peut pas savoir en regardant un arbre de l'extérieur s'il est protégé ou non. Et ça c'est un problème, puisque finalement ça fait qu'on ne sait pas. Et donc finalement, même s'il y a des protections intéressantes, parfois des arbres vont être protégés, mais
mais personne ne va les défendre puisque ils ne savent même pas qu'ils le sont. Donc c'est une difficulté. Voilà. La seule protection qui est commune à tous les arbres, quels qu'ils soient, c'est l'article L581-4 du Code de l'environnement qui interdit toute forme de publicité sur les arbres. Donc ça, c'est finalement l'une des seules, si ce n'est la seule norme qui est commune à tous les arbres. On a donc aussi, il faut considérer que tout ce qui est forêt, enfin tous les arbres qui sont dans des forêts, il va y avoir des normes particulières qui vont s'appliquer, qui vont avoir trait en particulier au droit forestier, donc à la sylviculture. Je peux préciser aussi que souvent on parle de défrichement pour lorsqu'on va porter atteinte à plusieurs, enfin qu'on va abattre plusieurs arbres, des groupes d'arbres. Un défrichement, juridiquement, c'est vraiment attaché, c'est vraiment lorsqu'on abat des arbres pour changer la destination de l'usage du sol, la destination du sol. Donc c'est-à-dire véritablement pour créer un projet, pour aménager, pour urbaniser notamment. Et ça va concerner à peu près un nombre d'arbres quand même assez important, puisque donc il faut que ça soit une destination forestière et qu'elle soit d'à peu près 1,5 hectare qui soit menacée pour qu'on soit juridiquement dans une situation de défrichement, qu'on puisse dire, là on est dans une situation de défrichement, ce qui fait qu'il y a une procédure spécifique qui s'applique avec des normes particulières, des choses à respecter et des avis à collecter, à solliciter. Donc finalement le défrichement, c'est quand même assez rare qu'on soit dans cette situation en milieu urbain. C'est ça que je voulais dire. Et puis enfin, dernier point, c'est que les arbres, finalement, je disais qu'ils étaient protégés de manière très protéiforme, très polymorphe. Pour autant, les statuts qui peuvent venir la protéger, de manière locale, de manière très variée, vont être très nombreux. Donc voilà, rien de commun, mais une myriade de statuts protecteurs différents, plus ou moins protecteurs d'ailleurs, plus ou moins intéressants, et plus ou moins d'ailleurs contraignants, qui va pouvoir venir protéger les arbres. On a donc tout simplement, ça c'est le plus évident, et la première chose, chose qu'on regarde en général lorsqu'on on a l'information d'un arbre menacé, on va essayer de voir s'il est protégé. Et pour cela, on va regarder notamment dans le plan local d'urbanisme si finalement donc il y a des protections réglementaires qui s'appliquent à notre arbre ou à notre groupe d'arbres. Et c'est ça qui va parfois, en fonction de la situation, donner lieu à la nécessité de passer par une procédure particulière ou la nécessité d'obtenir une autorisation. Par exemple, dans les espaces boisés classés, ou d'ailleurs dans les sites classés, sites inscrits, on a des autorisations nécessaires qui ne sont pas requises pour tous les autres types d'arbres. Voilà. Donc finalement, et puis ces autorisations, elles seront contestables. Donc ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir justement faire un recours contre cette autorisation et demander au juge administratif qu'il sanctionne ce projet ou cet aménagement parce que il va trop impacter les arbres, la biodiversité, le paysage, etc. Donc c'est un petit peu le sens. Donc là, je ne vais pas revenir, mais je vais pas revenir sur la définition du défrichement, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même un enjeu sur la question du défrichement. C'est quand même assez rare. Voilà. Je voulais dire aussi qu'il y avait donc ces protections, je le disais, qui relèvent du droit de l'urbanisme, très intéressantes, mais très variables et dépendent de chaque commune, puisque c'est à l'échelle des communes qu'on édifie, qu'on décide des règles réglementaires qui vont protéger les différents
secteur d'une ville, voire maintenant à l'échelle intercommunale, mais c'est quand même donc très variable. On a aussi des protections qui relèvent davantage du droit mou, donc c'est-à-dire de choses qui sont de principes ou d'obligations qui ne sont pas forcément dans la loi ou dans le règlement, ce qui fait que on ne va pas pouvoir exiger qu'elles soient appliquées. Je pense notamment aux arbres remarquables. On parle souvent des arbres remarquables, qui est un outil remarquable, qui est un outil très utile, mais qui est déjà pour attacher et pour pousser les élus à protéger les arbres. Mais pour autant, en tant que tel, si un arbre a été déclaré remarquable, notamment par l'association Arbre, qu'on salue, ça ne va pas forcément impliquer une protection juridique de cet arbre. Donc il va falloir militer. Et c'est ça aussi le sens de mon propos, c'est qu'il y a une grande partie, comme les arbres ne sont pas assez protégés, il y a une grande partie qui va relever de la mobilisation. Il faut que les citoyens se mobilisent pour exiger que les élus protègent les arbres, les élus ou parfois l'État protègent les arbres, sinon ça ne suffit pas, le droit des arbres ne suffit pas. Il en va de même pour les périodes de nidification des oiseaux, donc ça dépend complètement dans quoi elles sont. Mais cette norme en elle-même, cette période qui va du 15 mars au 15 août en général, n'est pas forcément une norme qui s'applique partout. Ça dépend véritablement de la situation. Donc par exemple, pour les haies agricoles, c'est différent que pour les situations où des arbres sont abattus par des collectivités. Voilà, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire. Un autre point, une autre protection, et celle-ci est très importante, des arbres, qui dépend encore une fois cette fois-ci des caractéristiques, en tout cas de la situation du contexte tout à fait local, c'est la présence d'habitats ou d'espèces protégées, le fait que les arbres soient fréquentés par des espèces protégées. Donc de la même manière que les arbres sont très mal protégés, la biodiversité, les espèces animales, végétales, sont très mal protégées par le droit. Rien ne les protège pour l'immense majorité des espèces, de la flore ou de la faune. Mais on protège, en tout cas dans le système français d'ailleurs européen, on protège les arbres, les espèces qui vont être particulièrement menacées ou qui vont être très rares, par l'outil des espèces protégées. Donc ça vient, c'est une protection qui est prévue par le droit français, aux articles L411-1 du Code de l'environnement et suivant, et qui vient du droit de l'Union européenne, principalement, donc des directives Habitat, des directives Oiseaux en particulier, et donc qui interdit le fait de porter atteinte de manière très 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 large aux élus. Donc ça va de les perturber de manière intentionnelle à détruire ces spécimens d'espèces protégées, en passant par juste la destruction de leur milieu. Si on détruit par exemple un nid d'hirondelles, dans la mesure où les hirondelles utilisent toujours le même nid, souvent, eh bien c'est la même chose que si on tuait une hirondelle. Et c'est interdit, et si on fait ça, on risque 5 ans de prison et une amende conséquente également. Donc il y a une infraction pénale qui est constituée lorsqu'on porte atteinte à ces espèces protégées. Donc forcément, quand les arbres recèlent ou accueillent finalement des espèces protégées, on va avoir un levier juridique qui va être très intéressant, parce qu'on va pouvoir suspendre des travaux, en tout cas faire suspendre des travaux. On va pouvoir, d'ailleurs c'est ce qui a été par exemple tenté, on ne sait pas, dans le cadre de la 69, où des arbres étaient menacés. Finalement, c'est la présence de nids dans certains de ces arbres qui a permis de suspendre les travaux pendant un temps, en tout cas une partie des travaux seulement. Voilà, donc c'est une illustration de cette importance finalement de la présence d'espèces protégées. Donc c'est souvent ce qu'on va chercher aussi en premier.
sachant qu'on a aussi des arbres qui peuvent être en eux-mêmes des espèces protégées. Puisque les végétaux aussi sont protégés, enfin il y a des végétaux qui sont protégés. En Ile-de-France, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a surtout l'alisier de Fontainebleau, hein, d'ailleurs qui se trouve principalement à Fontainebleau, qui est une espèce endémique du bassin parisien et qui voilà, est une espèce protégée. Donc c'est-à-dire que là, peu importe le contexte, on n'a pas le droit de détruire, de porter atteinte, ne serait-ce que de couper une branche d'un tel arbre, d'un alisier de Fontainebleau. Mais donc ça va être un argument intéressant à mobiliser si on l'a, si du moins on l'a. Mais ça va être quand même assez compliqué, il va falloir avoir la preuve, donc finalement apporter une expertise ou de la preuve scientifique de la présence de cette espèce. Donc on a pour ça, on peut utiliser la bibliographie, donc là je parle davantage de la présence d'espèces protégées, donc qui nichent notamment. Il y a beaucoup de chiroptères, donc de chauves-souris qui vont nicher dans les arbres. C'est très courant. On a beaucoup d'oiseaux qui vont nicher dans les arbres, énormément, que ce soit dans les cavités de l'arbre ou sur les branches. Donc on va essayer de prouver finalement. Donc on va regarder un petit peu si des espèces protégées ont été identifiées dans le secteur concerné. Là, je vous montre un exemple qu'on a eu, qui nous a été signalé d'arbres menacés. On voit que ces deux arbres sont marqués à la bombe parce qu'ils sont destinés à être coupés. Donc ça a été signalé dans le cadre de la campagne Arbre en Ville par une personne donc, qui voulait finalement les faire protéger, en tout cas éviter qu'ils soient abattus, parce qu'ils ont une grande importance, et notamment parce qu'ils accueillent une biodiversité assez riche. Eux ont vu des écureuils et des oiseaux fréquenter ces arbres. Donc on va, je disais, regarder un petit peu la bibliographie, les inventaires qui ont été réalisés, qui ont prouvé qu'il y avait des arbres. On va pouvoir prouver par la présence par des photos, on va pouvoir montrer, on va peut-être pouvoir parfois demander aussi à l'Office français de la biodiversité de constater, ou à d'autres institutions de constater, ou à des naturalistes de constater la présence de ces espèces protégées. Ou aussi de voir un petit peu s'il y a des statuts protecteurs, on est dans une réserve naturelle ou pas, ce qui favorise un petit peu la connaissance des espèces protégées qui fréquentent l'air. Donc dans cette situation, finalement, on voit d'ailleurs qu'on a un trou en haut de l'arbre central, voilà, qui est une cavité dans laquelle niche sans doute un oiseau. Donc mais bon, ça on ne va pas le prouver, mais en tout cas ça va être là-dessus, ça va être ce levier-là qu'on va pouvoir utiliser dans ce cas-là. Pas seulement, d'ailleurs, il y en a un autre. Ce qui me fait une transition avec une autre protection, donc voilà, je parlais de celle qui relève de l'urbanisme, de la présence d'espèces protégées, et la protection finalement du patrimoine, qui a trait au patrimoine, donc les sites inscrits et les sites classés sont des sites, des monuments qui peuvent être patrimoine naturel ou historique, souvent des châteaux, qui vont pouvoir être donc classés, protégés. Ça veut dire que toute atteinte finalement à l'environnement de ces éléments protégés va nécessiter une procédure spéciale, parce qu'il faut qu'on s'assure que ça ne va pas justement porter atteinte au paysage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, par exemple un château, si on abat tous les arbres qui sont autour, ça n'a plus, voilà, le château de Versailles, si on abat tous les arbres qui l'entourent, ça n'a plus le même intérêt, donc ça fait partie des éléments, des caractères de ce monument qu'on va vouloir protéger. Donc finalement, on a des protections de cet ordre. Et c'est ce qui d'ailleurs a lieu sur ce cadre donc d'Issou dans les Yvelines. Donc ces deux arbres-là se situent en principe dans un site classé. Et donc on va pouvoir essayer aussi de vérifier que la procédure attachée aux arbres, l'abattage des arbres en site classé, va être respecté, et peut-être se servir de ça pour finalement s'opposer à cet abattage. Excusez-moi pour le
la gestion des slides qui n'est pas toujours fluide. Voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu une présentation rapide d'outils qui peuvent être intéressants. Il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, ce ne sera pas forcément les plus fréquents, les plus faciles à démontrer et les plus faciles à utiliser. Donc voilà, dans le temps qui nous est imparti, on pourra, n'hésitez pas à poser des questions sur d'autres protections qui n'ont pas été mentionnées, on en parlera justement. Mais voilà, on s'est centré sur les outils un petit peu plus fréquents et qui ont des procédures qui permettent vraiment une protection. Même si c'est pas forcément simple, hein, la présence d'espèces protégées est une réelle protection de l'arbre, et qui, peu importe où il se situe, si il est associé à une espèce protégée, ça va pouvoir permettre de protéger l'arbre. Mais par contre, c'est pas pour autant, c'est pas parce que les critères juridiques sont remplis que dans les faits on va y arriver. Il va y avoir un problème de preuve, un problème d'accès à l'information, un problème d'agir dans les temps, parce que souvent justement il y a une pratique du passage en force qui fait qu'on abat, et même si on a tort, de toute façon c'est trop tard. Donc c'est pas parce qu'on a une protection qui est une qualification qui est faite juridique que finalement on a une protection qui est appliquée. Donc tout dépend de notre aptitude à les mobiliser. Et c'est tout l'enjeu, c'est tout le sujet finalement de ce webinaire. Un autre outil central, qui est devenu central parce qu'il est récent, c'est la protection des alignements d'arbres. Donc qui est la loi biodiversité 2016, c'est très récent. C'est l'article, donc c'est un article L350-3 du Code de l'environnement qui est créé, qui n'existait pas avant, qui va protéger tous les arbres, les alignements d'arbres, et c'est, vous allez voir, au sens très large. Donc finalement, je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas savoir en regardant un arbre quelle était sa protection, s'il en avait une déjà, et quelle était-elle, et c'était très difficile en le regardant. En revanche, la protection des alignements d'arbres est peut-être la seule qui finalement peut se déceler par le regard. Donc vous êtes en ville, vous voyez un arbre, vous pouvez, en connaissant les conditions d'application de cet article L350-3, savoir si ces arbres sont un alignement d'arbre ou pas. Parce qu'il y a une définition juridique. Et voilà, ça peut s'observer. Donc là, par exemple, c'est deux photographies qui sont des photographies également d'alignements d'arbres menacés. À Châtenay-Malabry, il me semble, à droite, notamment, et le long de la RD, enfin d'une route départementale des Hauts-de-Seine. Pour celle de gauche, on voit que c'est des alignements d'arbres, c'est incontestable, et ça, en connaissant les conditions d'application, c'est évident. Et je vais vous les donner, bien entendu. Donc je passe sur finalement l'origine, la genèse de cette protection des arbres, parce que finalement ça fait, je disais, depuis 2016 qu'elle existe, mais elle est très peu appliquée. Elle a été pendant les premières années quasiment lettre morte, cette protection, et pour cause, il manquait aussi d'ailleurs un décret d'application qui n'est paru que très très récemment. Et puis aussi d'ailleurs une modification législative qui a réduit finalement le champ de cette protection, parce que on a précisé notamment qu'il fallait que ces arbres soient alignés le long des voies de communication ouvertes à la circulation publique, alors qu'avant on parlait des seules voies de communication. Donc finalement c'est ajouter du texte qui va rendre cette protection des alignements d'arbres plus rarement applicable, puisqu'il y a toute une partie des routes qui ne sont plus concernées par cette protection. Donc finalement, on a quelque chose d'assez récent sur l'histoire du XXIe siècle, d'assez récent, mais qui a déjà beaucoup évolué et qui a par contre accumulé un retard d'application
qui a permis la destruction de centaines, enfin de milliers d'arbres, puisque en général les alignements d'arbres justement sont alignés, sont nombreux, et le long des voies de communication, donc le long des routes, donc finalement il y en a beaucoup, et souvent lorsque on veut requalifier une route, créer une voie supplémentaire, c'est ce qui a été fait beaucoup dans les Hauts-de-Seine à l'occasion de la création des routes départementales, la RD, enfin il y en a plusieurs, qui ont à chaque fois détruit des centaines d'arbres pour élargir une route ou créer un aménagement supplémentaire, un terre-plein central ou ce genre de choses. Donc des justifications qui, à mon sens, sont assez rétrogrades. Mais qui pour autant ont fonctionné, notamment du fait que cette protection des arbres n'était pas appliquée. Voilà, ça c'est pour dire que c'est quand même une protection intéressante qui est assez facile à constater pour tout citoyen et qui par contre a des difficultés à se mettre en place. On a donc je précise, oui voilà, un petit peu ce décret, donc je disais récent, c'est 2023, c'est seulement en 2023 qu'on a le décret d'application de cette loi de 2016, qui s'appliquait tout de même d'ailleurs, même sans décret, mais en tout cas la procédure a été précisée. On a une sanction d'atteinte à un alignement d'arbre qui est une contravention de 5e classe. Donc c'est assez important. Il y a un contentieux qui peut naître aussi pénal de cela. On a aussi par contre des particularités de procédure qu'il va falloir considérer. C'est que par exemple lorsque on sollicite l'autorisation pour porter atteinte à ces alignements d'arbres, le silence du préfet vaut acceptation. Donc il faut savoir que finalement beaucoup d'autorisations vont être délivrées de manière tacite. Alors je précise, je vais rentrer tout de suite dans la présentation de cette protection des alignements d'arbres. Ce sont donc les arbres alignés bordant les voies de communication. Arbre aligné, ça veut dire qu'à partir du moment où on a 2 arbres qui respectent le reste de la phrase, 2 arbres, on est déjà dans un alignement d'arbres. Donc voilà, un arbre ne suffit pas, mais 2 arbres suffisent à ce qu'il y ait alignement d'arbres. Il peut y en avoir 600, mais il peut y en avoir aussi 2. Ça suffit. Les bordant les voies de communication, ce sont finalement toutes les voies privées ouvertes, toutes les voies publiques ou privées qui sont ouvertes à la circulation du public. Donc ça veut dire que par exemple un parking, des arbres le long d'un parking privé, il va falloir, ça va dépendre s'il y a une barrière qui ferme ou pas la circulation. Ça veut dire aussi que les voies de communication, ce ne sont pas seulement les routes, ça peut être des chemins, ça peut être des chemins ruraux, ça peut être des voies navigables, vraiment le long des canaux. Également, on a souvent des alignements d'arbres. Donc et le juge a une vision très large. Ça, c'est ce que la jurisprudence a apporté, c'est que le juge a une vision large de la notion d'alignement d'arbres. Donc ça, c'est à considérer. Ces arbres-là, par leur importance, et c'est précisé dans l'article L350-3 du Code de l'environnement, c'est précisé un petit peu, ils ont un apport très important en termes de maintien de la biodiversité et de maintien des paysages aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont protégés. Donc on crée une interdiction d'atteinte à ces arbres-là. Atteinte, c'est entendu au sens très large également. Donc ça veut dire que si on maltraite les racines de ces arbres, si on les élague d'une manière un petit peu radicale, attentatoire à la santé de l'arbre, comme d'ailleurs on peut observer souvent des processus d'élagage qui sont vraiment très très impactants pour la santé des arbres, et d'ailleurs des fois on se demande même si l'élagage ne poursuit pas l'objectif de détruire les arbres et de les rendre malades, puisque voilà, quand un arbre n'a plus de sève, n'a plus de bourgeons pour faire monter la sève, qu'on a tout coupé ces arbres, il va avoir du mal à être en bonne santé, il va plus facilement tomber malade.
Donc ça, c'est une pratique qui est courante, et en particulier en ville. Pour autant, voilà, si cette donc voilà, ce sera pour la plupart des arbres, on ne pourra rien dire. Si on voit un élagage comme ça qui paraît aberrant. Mais pour autant, lorsqu'on est dans un alignement d'arbres, une pratique comme ça pourrait être sanctionnée. Donc, une interdiction de porter atteinte au sens large aux alignements d'arbres. On a ce principe qui est assez simple et qui est assorti d'exceptions, bien entendu, de possibilités d'y déroger en suivant une procédure. C'est exactement la même chose que pour les espèces protégées que je mentionnais tout à l'heure. On a bien entendu des espèces protégées, on n'a pas le droit d'y porter atteinte, et c'est de manière très large, comme pour voilà, donc ces espèces protégées, comme pour les arbres. Et par contre, on prévoit une procédure, donc solliciter une autorisation pour déroger finalement à cette règle de non-atteinte aux arbres et aux espèces protégées. C'est le même principe. Mais ce n'est pas du tout les mêmes sources juridiques, et d'ailleurs pas dans le même endroit du Code de l'environnement qu'on retrouve ces protections-là, mais vous voyez un petit peu le principe. On a deux exceptions différentes qui sont, voilà, il faut vraiment considérer, d'ailleurs j'ai pas fait exprès de faire ça, c'est d'une part des atteintes qui vont être justifiées par des projets de travaux. Donc d'aménagement, de construction, d'artificialisation, c'est au sens large tous travaux qui visent à voilà, un projet d'aménagement, des projets de travaux vont vont nécessiter de solliciter une autorisation au préfet de département. Donc c'est une autorisation préfectorale qu'on va devoir demander. Et la deuxième possibilité d'atteinte aux alignements d'arbres, c'est lorsque ces alignements d'arbres présentent un risque sanitaire, donc c'est-à-dire ils sont malades, et voilà, comme ils sont en alignement, on peut estimer qu'ils vont pouvoir potentiellement transmettre la maladie aux autres. Donc voilà, c'est ce qui va justifier parfois que des propriétaires, des élus, détruisent des alignements d'arbres. C'est aussi pour la sécurité des personnes, un arbre qui menace de tomber, donc ça, de toute façon, les pouvoirs de police administrative générale du maire, de la sécurité publique, le disposent à prendre toutes mesures, quelles qu'elles soient, pour éviter qu'un arbre tombe sur quelqu'un, tombe sur une maison, tombe sur la route, etc. Donc finalement, c'est comme de la même manière qu'il peut faire ça pour des demeures qui menacent ruine. Donc on va pouvoir mettre en avant mobiliser finalement certains pouvoirs et faire des travaux de manière anticipée, parce que pour éviter un dommage. Et aussi pour des risques esthétiques. Alors là, j'avoue que je ne vois pas vraiment quelle est l'intention du législateur sur cette question du risque esthétique. Je ne me l'explique pas. Mais en tout cas, donc, lorsqu'on est dans ces situations-là, ces risques-là qui nécessitent des interventions d'élus ou de personnes qui sont propriétaires aussi de terrains dans lesquels il y a des alignements d'arbres, ils doivent solliciter une déclaration préfectorale. Alors, on ne voit pas forcément la différence, mais autorisation préfectorale, c'est plus compliqué à obtenir, parce que ça dépend vraiment de la réponse du préfet. C'est une autorisation qui doit délivrer pour que on puisse atteindre l'arbre, alors qu'une déclaration, c'est plutôt un dossier un formulaire qu'on va remplir, qu'on va transmettre au préfet en lui disant voilà, moi j'ai pas le choix, je vais couper ces arbres-là. Et finalement, c'est une possibilité qui est offerte au préfet de s'y opposer. Et puis aussi aux citoyens, mais en général, malheureusement, on n'a pas l'information à temps, et donc on ne va pas pouvoir se mobiliser à temps pour protéger les arbres dans ces cas-là. Et puis aussi, je le répète, il y a une pratique qui est très, très courante, qui consiste à abattre les arbres le plus rapidement possible pour rendre toute contestation inutile et trop tard, quoi. Donc, voici... je me suis trompé de slide.
excusez-moi. Voici un petit peu le... Tu peux défiler là. Ouais, t'as raison, merci. Donc voilà le principe. Une interdiction et 2 possibilités de dérogation. Ce ne sont pas donc les mêmes procédures, je viens de le dire, lorsque on est dans un risque sanitaire, sécurité, voilà, donc souvent des arbres qui menacent de tomber, etc. On va, mais malheureusement, justement, c'est très rare que ce soit justifié. Enfin, en tout cas, dans ma propre expérience, c'est très rare que ce soit justifié. Souvent, les justifications qui ont trait au risque sanitaire, enfin, en tout cas, au risque sanitaire, c'est plutôt un débat d'experts, puisque ça dépend de l'état de santé de l'arbre, donc il faut vraiment regarder dans le détail. Mais pour ce qui est de la sécurité, souvent, c'est des justifications qui sont un peu exagérées. Par exemple, on a obtenu l'annulation d'un projet d'abattage de tous les arbres d'un cimetière qui était justifié par le fait qu'il y avait eu une branche qui était tombée 2 ans avant. Donc voilà, ça c'était le juge a pu constater que, en tout cas, il manquait un petit peu des preuves de ce danger. Donc tout dépend finalement de comment on va présenter les choses, comment les preuves qu'on va apporter, enfin que va apporter le porteur de ce projet d'abattage d'arbres, et aussi des garanties qu'il va offrir, enfin qu'il va manifester pour protéger ces arbres. Donc c'est finalement tout ça qu'on va regarder dans le dossier de déclaration. Donc on va regarder s'il y a des mesures d'évitement qui sont envisagées. Donc est-ce qu'ils ont imaginé une alternative à l'abattage de l'arbre? Est-ce qu'ils ont imaginé des mesures de compensation? Parce que c'est très bien, voilà, vous voulez éviter que un nombre d'arbres important soit atteint d'une maladie, certes, mais dans ce cas, il va quand même en résulter des conséquences graves, hein, de l'abattage d'un arbre qui va avoir tous les apports que je présentais bénéfiques pour la société. Donc il faut compenser, donc souvent on va on doit présenter un dossier avec des mesures de compensation des atteintes portées aux arbres. Et on doit préciser comment elles vont être mises en œuvre et aussi comment on va assurer le financement. Donc on va devoir dire combien d'arbres, quels arbres on va replanter pour remplacer finalement ces arbres abattus et avec quel budget. Donc ça ne suffit pas de dire oui, on va les remplacer. Il faut vraiment préciser de quelle manière on va le faire et avec quelle garantie. Et puis, dans ce dossier, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on doit bien entendu, si la raison est un problème de santé de l'arbre, donc sanitaire, ou de risque de contagion, on va bien entendu devoir le prouver par une étude sanitaire, phytosanitaire. Pendant toutes les années que je disais qui ont eu lieu après donc l'introduction de cette protection des arbres, on a eu justement des atteintes à des alignements d'arbres qui n'étaient pas justifiées. Et donc il était assez facile d'arriver, enfin il était facile, non, il n'était pas facile du tout, mais en tout cas, théoriquement, on pouvait arriver devant une personne qui est à l'origine de cette atteinte, et lui demander la justification et les preuves, etc. Et finalement, en général, il n'y en avait pas, ou alors des fausses. Donc, en tout cas, dans plusieurs cas que j'ai pu suivre. Donc c'était, voilà, maintenant, de plus en plus, on va vers une meilleure application de cette procédure. En tout cas, l'application de la procédure, ça ne veut pas dire que l'abattage des arbres est justifié et qu'elle n'est pas contestable. Bien entendu, on peut toujours avoir un regard critique et c'est d'ailleurs ce que j'invite à faire sur ce sujet lorsqu'on est confronté à des arbres qui sont protégés par la protection des alignements d'arbres. Il faut regarder, demander la communication déjà vérifier qu'une autorisation est sollicitée, demander les études et les dossiers qui justifient ces atteintes et de manière à pouvoir justement évaluer
le respect de la loi, puisque toutes les caractéristiques qui permettent de porter atteinte aux alignements d'arbres sont précisées dans l'article L350-3. Donc, voilà, je précise. Bon, en cas de danger imminent, bien sûr, on peut mettre en avant des travaux avant de faire cette déclaration. Mais par contre, quand on fait ça, on doit, enfin, le maître d'ouvrage va devoir prouver ensuite au préfet qu'il a justement, il va produire le même dossier qu'il aurait fait de déclaration, qu'il doit faire avant de porter atteinte aux arbres. Mais si il le fait de manière anticipée parce qu'il y a un danger imminent, dans ce cas, il va devoir prouver a posteriori qu'il il remplissait les critères finalement pour faire une déclaration et porter atteinte à un alignement d'arbres de manière dérogatoire. Et voilà, en fait, finalement, le rôle du préfet va dans ces situations-là, beaucoup se résumer à vérifier que les mesures compensatoires proposées sont valables, enfin sont bien adaptées à la situation. On peut donc obtenir auprès de la préfecture comme du maître d'ouvrage qui va porter le projet d'atteinte à l'arbre, demander, donc je disais, les rapports et le dossier de demande. Donc on peut les demander, on peut aussi se voir refuser l'accès à ces documents. Il y a voilà, une protection très importante en droit français de l'information environnementale. Toutes les données, toutes les informations administratives qui ont un impact sur l'environnement sont publiques, on a le droit d'y accéder, on a le droit d'exiger qu'on nous les transmette. Donc ça c'est un principe très important qui se concrétise par l'existence aussi d'une commission d'accès aux documents administratifs. C'est-à-dire qu'on a le droit, on a une procédure qui existe pour exiger des documents. L'administration est obligée de nous les transmettre, mais comme ce n'est pas toujours possible, on a créé voilà, une commission qui va pouvoir indiquer si un document est transmissible ou non. Donc c'est ça. Donc on va saisir la CADA, c'est ce qu'on appelle saisir la CADA pour lorsqu'on nous refuse un document. Et voilà, il y a tout voilà, on a un mois, enfin ils ont un mois pour répondre. Il y a tout un ping-pong administratif qui va se mettre en place, mais qui normalement va, dans quasiment tous les cas, aboutir au fait que la CADA va dire qu'effectivement on devrait nous transmettre ce document. Et ensuite, l'administration doit nous le transmettre. Et s'ils ne le font pas, et d'ailleurs je dis l'administration, mais ça peut être aussi des personnes privées qui ont des documents administratifs, des documents publics, on va pouvoir exiger qu'ils nous les transmettent. Et s'ils ne le font pas, on peut saisir le juge en leur produisant l'avis de la CADA et qui va rendre une décision et demander à la personne de le transmettre. Donc tout ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'à chaque fois il y a des petits délais d'un mois, 2 mois qui font que voilà, on peut perdre du temps. Donc finalement il faut anticiper au maximum cette question-là. Donc dès qu'on a finalement qu'on s'intéresse à une question, un sujet d'arbres menacés, il faut le plus vite possible vérifier qu'on a les informations et si on ne les a pas, les demander le plus rapidement possible. Je précise à cet égard que on a déjà une sorte de jurisprudence de la CADA, enfin des avis, qui indiquent que finalement les documents relatifs aux alignements d'arbres sont des documents communicables, sont des informations environnementales qui sont communicables. Donc voilà, vous pouvez vous baser là-dessus pour indiquer que, pour exiger la transmission d'un document administratif. Voilà un autre exemple, je ne vais pas aller dans le détail. Donc c'était toute cette première catégorie des dérogations justifiées par un projet, d'atteinte à un arbre pour des raisons sanitaires, sécuritaires ou esthétiques. L'autre catégorie, c'est les projets de travaux qui vont porter atteinte aux alignements d'arbres. Dans ce cas-là, il faut donc demander une autorisation. Donc c'est différent, c'est beaucoup plus, c'est un petit peu plus finalement
contraignant pour le porteur de projet d'abattage d'alignement d'arbres. Il va devoir finalement il va devoir solliciter une autorisation. Donc c'est de la même manière, donc ça c'est assez facile de vérifier. Maintenant on a une procédure qui est arrêtée, qui est précisée dans le décret que je vous mentionnais d'application de la loi biodiversité. On donc doit retrouver finalement dans les documents, on doit avoir une autorisation préfectorale pour mettre en œuvre, avant de mettre en œuvre un projet qui va porter atteinte à des alignements d'arbres. Je vais vous dire juste après comment on accède à ces autorisations. Mais en tout cas, donc il faut savoir normalement elle doit exister. Donc des fois, il faut se renseigner. En fait, quand on est face à un projet d'aménagement, de construction qui va porter atteinte à un alignement d'arbres, la demande d'autorisation n'est pas toujours faite, et même aujourd'hui, elle n'est pas souvent faite. Il y en a de plus en plus, il y a des situations, mais en tout cas, si on fait un pourcentage du nombre de projets qui portent atteinte à l'alignement d'arbres, finalement, on est loin d'avoir tous les projets qui devraient solliciter des autorisations, qu'ils le sollicitent effectivement. Donc voilà, il faut pousser, il faut qu'il y ait une attention citoyenne très forte pour que de plus en plus les maîtres d'ouvrage se sentent obligés d'appliquer le droit de l'environnement parce qu'ils vont risquer des sanctions. Donc c'est une attention à accroître et une pression aussi à accroître sur les maîtres d'ouvrage pour qu'ils respectent mieux le droit. Donc, on va essayer de se renseigner. Si on le sait, s'il n'y a pas eu d'autorisation, on va pouvoir même parfois saisir le juge pour demander à ce que à suspendre finalement le projet d'abattage d'arbres, puisqu'il n'est pas justifié. Puisque c'est interdit, je le disais, lorsque on n'a pas le droit de porter atteinte aux alignements d'arbres, sinon on risque une sanction, une amende notamment, mais on peut le faire avec une autorisation. Donc si on n'a pas d'autorisation, on risque une amende, et donc et aussi on peut faire suspendre le projet. Il y a des conséquences sur le projet, si c'est un projet de construction par exemple, qui peuvent dépasser complètement la question de l'arbre. Donc donc c'est important de respecter. Donc ça c'est si elle n'est pas demandée. Si elle est demandée, on va essayer de suivre la procédure et de surtout trouver l'autorisation le jour où elle sera délivrée. Et notamment demander aussi des informations sur le dossier de demande, parce que c'est ça qu'on va pouvoir demander aussi de la même manière, à ce qu'on nous transmette le dossier de demande, parce que dans ce dossier de demande, le porteur de projet va justifier pourquoi il va porter atteinte à l'alignement d'arbres, mais pour de vrai, parce que souvent il y a une différence entre la communication sur le site internet ou sur les infos qu'on va donner devant un chantier pour dire là on va abattre tous les arbres, pour créer un terre-plein central ou autre. On va avoir une justification qui ne sera pas forcément la même qui va être donnée au préfet, parce que le préfet il va analyser avec le droit. Donc finalement il faut bien vérifier que la justification est la bonne, qu'il y a une tentative d'évitement. Donc s'il n'y a même pas un embryon de tentative de songer à des alternatives à l'abattage, c'est déjà un problème pour la légalité de l'autorisation, puisque une fois qu'elle est octroyée, cette autorisation, je rappelle, on peut l'attaquer. Donc on va regarder ça, on va regarder les mesures compensatoires, si elle est bien précise, on sait combien d'arbres, on sait quelles essences, on sait où. Si on ne dit pas où, on dit oui, on va replanter des arbres en 2025. Donc là, on a à peu près, et puis quels arbres, donc là c'est bien, on a des informations, mais par contre, on ne saura pas où, et ça c'est une lacune du dossier. On doit savoir où ils vont être, puisqu'on a le code de l'environnement qui nous dit que cette compensation doit se faire prioritairement à proximité des aliments et dans un délai raisonnable. Elles doivent être chiffrées, je le répète, ces mesures compensatoires, donc ça c'est quelque chose à vérifier, et il doit y avoir donc un volet financier, donc c'est-à-dire comment on va financer, avec quel budget et avec combien d'argent, tout simplement. Voilà. Il est possible, vous voyez, donc, si on obtient finalement un dossier de demande et qu'on l'analyse,
comme je le disais, qu'on analyse un petit peu à la lumière de ces critères-là pour vérifier si le dossier est complet et qu'il respecte bien le droit, on va pouvoir contester. Et notamment le volet financier et finalement le bon calibrage des mesures compensatoires, on va pouvoir l'analyser à l'aune, à la lumière notamment du barème de l'arbre, par exemple, qui est un outil qui donne finalement des indications chiffrées sur le coût d'entretien et la valeur finalement attribuée à un arbre. Donc le dispositif VIE, valeur intégrale évaluée de l'arbre. Donc ça c'est un outil voilà, qui peut être utilisé dans des situations très variables, mais on peut notamment l'utiliser, ou pas d'ailleurs, mais on peut l'utiliser notamment pour évaluer ces mesures compensatoires. C'est une idée intéressante. Voilà, par exemple, ce qu'on avait fait pour protéger des arbres avenue d'Ivry à Paris, on avait sollicité, voilà, et on se rendait compte qu'un seul arbre voilà, coûtait 7 230 €. Donc finalement, en l'occurrence, on n'avait pas réussi à s'opposer puisqu'ils avaient été abattus de manière prématurée, et il n'y avait pas surtout aucune autorisation qui avait été sollicitée pour abattre ces arbres. Donc on n'a pas pu réussir à protéger ces arbres, mais finalement on était loin d'avoir un budget de 7 000 € pour ces nombreux arbres, donc multiplié par le nombre d'arbres, je veux dire. On était loin d'avoir un budget qui était alloué à ce projet d'abattage d'alignement d'arbres. Mais voilà, on ne considérait pas du tout à l'époque, je dis à l'époque, c'est en 2020, donc c'est pas si vieux que ça, et on ne considérait pas du tout cette protection-là. Voilà un exemple aussi de suspension par un tribunal administratif en référé, donc obtenu par l'association Renard, l'association francilienne, qui a obtenu la suspension d'un projet d'abattage d'arbres qui était mal justifié, qui était justifié par la chute d'une branche sur une voiture. Alors que finalement il était quand même question d'abattre 400 arbres parce qu'il y avait eu une chute de branche, donc pour des raisons sécuritaires dans ce cas. Donc c'est assurément non justifié, mais voilà, c'est pour illustrer sur le fait qu'on peut utiliser des voies de recours aussi un petit peu plus rapides que sont les référés pour utiliser cette protection des alignements d'arbres. Un autre exemple récent du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, donc un alignement d'arbres de la RD 920, qui, donc par le conseil départemental, qui est donc un projet d'abattage de très très nombreux arbres, qui l'a fait sans autorisation, voilà, et qui donc a vu finalement l'autorisation des travaux annulée, donc parce qu'il ne respectait pas justement les dispositions de l'article L350-3 du Code de l'environnement. Donc c'est très intéressant, ça montre qu'on peut faire annuler des projets sur la base de cette protection des alignements d'arbres. Le problème étant que ce jugement est intervenu 3 ans après l'abattage des arbres par le conseil départemental. Donc encore une fois, c'est pour vous montrer l'importance d'avoir une attitude proactive et surtout d'avoir une stratégie qui anticipe un maximum les débordements et les délais, pour protéger efficacement les arbres, et notamment les alignements d'arbres qui sont pourtant bien protégés. Et un dernier petit point, dernière illustration, qui est aussi très locale, à Marolles, et qui est un signalement aussi qu'on a traité dans le cadre de la campagne Arbre en ville, ville en vie. Donc là, c'était 13 platanes menacées le long d'une avenue, donc par la mairie, de mémoire, qui justifiait par plusieurs raisons, des raisons d'ordre l'impact sur les canalisations des racines, et la volonté d'élargir le trottoir, ce genre de choses. Et donc nous, on a
un citoyen qui nous a alerté là-dessus. On a voulu justement, on a trouvé étonnant qu'il n'y ait pas eu qu'il y ait plusieurs justement justifications, sachant que voilà, juridiquement il faut être très précis. On peut pas. Le principe serait de maintenir les arbres. Et vraiment, c'est que quand on n'a pas d'autre choix qu'on doit y porter atteinte. C'est ça le principe de la loi. Donc on s'est renseigné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de demande d'autorisation préfectorale pour porter atteinte aux alignements d'arbres, ce qui a été considéré par le porteur de projet qui a finalement sollicité une demande qu'il a obtenue très récemment. C'est une affaire qui a à peu près, pas beaucoup plus d'une semaine et demie, 2 semaines. Et finalement, 5 jours après, les arbres ont été abattus. Donc c'est une illustration, donc c'est encore une illustration du fait que le délai, le temps joue contre nous et qu'il faut vraiment anticiper le plus possible, et que même là, on a essayé de faire tout possible et qu'on a essayé d'orienter vers un retour à la légalité de ce projet qui était illégal en soi. Hein. Si on n'avait rien fait, finalement, le porteur de projet se serait exposé à une infraction pénale, finalement, à une infraction. Mais finalement, ça ne l'a pas empêché de réaliser ce projet, et de manière très 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 rapide aussi, très anticipée. Voilà, c'est dommage. Et c'est pour dire que aussi, voilà, il faut, si on avait voulu, par exemple, s'opposer à ce projet-là, si on avait voulu attaquer cette autorisation qui a été délivrée par le préfet, on aurait dû le faire le jour même, quoi, vraiment, donc préparer, anticiper le recours, et surtout faire un référé, parce que sinon on n'aurait jamais réussi à avoir une suspension à temps. Et d'ailleurs, en 5 jours, on n'aurait pas non plus le temps d'avoir une suspension par un juge administratif, ce serait très difficile. Donc voilà. C'est pas forcément un happy end, mais en tout cas, j'espère que ça vous sensibilise à la question des délais et de l'anticipation. Sur cette question-là, je vais bientôt finir, hein. Je vais bientôt conclure, mais juste pour brosser rapidement voilà, l'étendue des possibilités pour améliorer l'effectivité de votre travail pour protéger les arbres. C'est-à-dire qu'on voit dans l'exemple de la RD 920 où on a un jugement 3 ans après, qui n'était pas assorti d'un référé. Donc la justice, le temps de la justice n'est pas celui finalement des projets qui portent atteinte aux arbres, ça c'est clairement, c'est évident. Donc finalement, et puis même d'ailleurs, voilà, l'illustration de Marolles le montre aussi, qu'on peut avoir une application immédiate des autorisations. Donc pour éviter cela, il faut de toute façon, si on fait un recours dans ce contentieux finalement des alignements d'arbres, mais aussi des autres dispositions, hein, ça peut fonctionner aussi pour les autres protections que j'ai mentionnées, des espèces protégées, urbanisme ou autres, de sites classés ou de non-respect des procédures. Vous pouvez faire des référés, donc c'est des procédures d'urgence, on va demander au juge administratif de suspendre les travaux avant de juger au fond, parce que finalement on va sinon avoir une dégradation qui va qui va changer, qui va rendre finalement inutile le fait de juger, parce que voilà, si on essaie de protéger un arbre et qu'il est abattu, ça sert plus à rien. Le jugement, voilà, qui concerne la RD 920 n'a pas d'intérêt finalement. C'est une victoire qui a un goût très amer. Le référé suspension est l'un des référés les plus évidents, les plus logiques finalement. Quand on a fait un recours, on l'a sorti souvent d'un référé suspension. Malheureusement, ce référé est jugé souvent en 3 semaines, 1 mois ou plus. Donc finalement, ça dépend de la situation, du degré d'urgence. Il va falloir faire attention. Ce ne sera pas forcément le plus adapté. On a d'autres référés administratifs, hein, le référé liberté qui est possible aussi, mais là je vais plutôt conseiller de le faire quand on a des espèces protégées. Voilà, mais le référé musée-utile pour obtenir des communications ou des mesures aussi provisoires. On a
bah voilà, bon après il y a des, il y a plein de, c'est possible en tout cas pour les alignements d'arbres, il y a une jurisprudence déjà dessus, qui a consacré ces possibilités-là pour les référés liberté aussi. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un choix, enfin des difficultés propres à chaque référé, des limites finalement, qui vont faire qu'on va choisir plutôt l'un ou l'autre. Donc ça, c'est plutôt un choix qui doit être fait en général par les avocats, mais aussi par les associatifs, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, ils n'ont pas besoin en général de recourir des avocats. Donc, s'ils connaissent suffisamment bien le droit. Mais que par contre il y a quand même des enjeux stratégiques très forts à utiliser plutôt l'un des référés ou l'autre. Il y a aussi même des référés qui relèvent du droit civil. Voici un peu quelques éléments de contexte et d'explication de ces protections, notamment sur les alignements d'arbres. Donc si on résume un petit peu toutes les bonnes pratiques qui émanent finalement de ces constats, c'est que il faut militer en amont pour que les arbres soient protégés, sinon ils ne le sont pas d'eux-mêmes, à part quelques exceptions, les alignements d'arbres notamment. Il faut souvent faire une veille finalement réglementaire, donc c'est-à-dire voir où trouver les autorisations qui vont permettre des abattages d'arbres. FNE Île-de-France, d'ailleurs, fait une veille réglementaire de tous les actes administratifs, enfin une bonne partie réglementaire, surtout au niveau des préfectures et d'institutions spécialisées dans l'environnement ou l'urbanisme, fait cela justement pour anticiper un maximum les projets qui vont impacter l'environnement. Et on voit de plus en plus, dans certains départements seulement, des autorisations d'abattage d'alignement d'arbres. Alors qu'avant ça n'existait pas, parce que finalement bah voilà, les personnes faisaient sans. De manière souvent impunie. Donc on en voit de plus en plus. Alors je voulais vous le montrer, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de votre département qu'il faut, enfin du département où a lieu le projet litigieux, qu'il faut se référer pour voir cette autorisation, notamment d'atteinte aux alignements d'arbres. C'est aussi là qu'on peut trouver des autorisations de destruction d'espèces protégées, par exemple. Donc la veille, finalement, est un outil en amont qui est très important pour voir venir les projets qui vont menacer nos arbres. Et là, il y a aussi quelque chose qui est un peu plus de l'ordre du proactif, des possibilités qu'on peut faire soi-même, même si c'est pas facile. C'est les obligations réelles et environnementales, c'est des espèces de contrats qu'on peut passer entre un propriétaire et une structure comme une association ou un conservatoire des espaces naturels ou autres, pour protéger des éléments naturels. Donc ça peut tout à fait être des arbres. Vous pouvez faire ça sur votre terrain, chez vous, et vous pouvez protéger pendant 100 ans au maximum. On ne peut pas faire un contrat de plus de 100 ans, mais vous pouvez protéger pendant 100 ans les arbres et dire que voilà, ils ne doivent pas être abattus, par exemple. Ça, c'est une protection qui est assez intéressante, mais qui nécessite beaucoup de travail pour être mise en œuvre. C'est pas facile, c'est un contrat, il faut passer par un notaire, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être pensé pour protéger les arbres dans les espaces privés. Comme je vous le disais, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de conflits de voisinage qui sont motivés par des visions divergentes sur l'intérêt des arbres. Et ça, c'est pour ça qu'on fait aussi toute cette campagne, c'est pour essayer de rappeler l'importance des arbres et que finalement on devrait trembler avant de faire appel à un élagueur pour abattre un arbre. Il y a aussi, bah voilà, dans l'anticipation, la possibilité de faire des pétitions, bien entendu, d'utiliser des pétitions lorsqu'on on veut appuyer sur l'intérêt d'un arbre ou d'un groupe d'arbres remarquables notamment, puisque j'en ai assez peu parlé, mais il y a beaucoup, souvent des luttes qui sont motivées par le caractère remarquable des arbres, anciens, historiques, ce genre de choses.
Finalement aussi lancer des cagnottes en ligne pour financer finalement des actions juridiques contentieuses si jamais elles sont assez anticipables et rendues nécessaires par la situation. En urgence, donc, première chose à regardez si un arbre est protégé. On regarde avec nos yeux si c'est un alignement d'arbres, si on voit des indices qui laissent à penser qu'on est sur un arbre remarquable, très ancien, ou un arbre avec des espèces protégées. On va pouvoir faire une demande officielle de communication de documents administratifs pour avoir les rapports et les autorisations, les dossiers de demande. On peut donc utiliser le barème de l'arbre pour évaluer les mesures compensatoires notamment. On peut, voilà, il faut aussi agir, mais ça sera le prochain webinaire qui en traitera, utiliser un maximum l'aspect symbolique des arbres, parce qu'il y a un attachement très affectif des gens aux arbres, c'est tant mieux. Donc il faut utiliser finalement la communication aussi pour cette raison, pour finalement optimiser ses chances de succès. Veiller à attaquer les actes administratifs qui nous semblent illégaux. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui devrait davantage être fait parce que ça mettrait plus de pression au maître d'ouvrage qui ne se dirait pas que ça sert à rien de respecter la loi. Et voilà. Et lorsqu'on est dans une situation où on ne sait pas, où on n'a pas d'acte administratif, etc., il est parfois possible d'engager quand même des procédures. Donc voilà, ne pas partir du principe que parce qu'on n'a pas l'information, on ne peut rien faire. Souvent, on peut quand même. Et voilà, bien entendu, c'est tout le sens de cette campagne, c'est de rappeler le fait qu'il n'y a pas une voie principale, centrale pour protéger les arbres, qui serait par exemple le levier juridique. Au contraire, je voulais vous alerter sur le fait que le droit était assez incomplet et imparfait, et que c'est l'outil qu'il faut mettre en œuvre le plus possible, mais que par contre, il ne se substitue pas du tout à aux autres outils qui existent, aux rapports de force sur le terrain, aux pétitions, etc. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous propose donc de prendre quelques questions. Alors la première, c'est la question de Renette Perrier. Dans le cas d'une infraction DEP non demandée concernant des coupes d'arbres avec traces de présence de grands capricornes, qui faut-il contacter? C'est un petit bois urbain avec de plus en plus de grignotage, installation d'équipements sportifs et d'un labyrinthe végétal, plus de chemins, plus de tables. Alors, j'en prends connaissance, bien sûr, avec un peu de retard. Donc des dérogations espèces protégées, concernant les coupes d'arbres, qui faut-il contacter? Donc voilà, donc, situation où on sait on a une information sur le fait qu'il y a des espèces protégées attachées à ces arbres, et un projet qui vient porter atteinte. Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, je vous invite, bien entendu, comme je voulais l'indiquer tout à l'heure, à nous le signaler sur sentinelle-de-la-nature.fr, ou sur l'appli, si vous l'avez déjà téléchargé, parce que nous, on va pouvoir justement prendre connaissance et le plus vite possible anticiper tous les délais et les procédures que j'ai mentionnées. Dans ce cas-là, donc voilà, nous, on sera heureux d'avoir cette information assez rapidement pour pouvoir essayer de contacter aussi justement de contacter les institutions. Là, pour ce qui concerne, bien sûr, là, on invoque l'existence d'une biodiversité particulière, d'espèces protégées. Donc là, ça veut dire qu'on va plutôt se tourner vers les experts qui vont intervenir dans les procédures de l'État, qui ont des compétences d'écologues et naturalistes. Donc l'Office français de la biodiversité, vous pouvez les en informer. Vous pouvez essayer d'alerter les associations de protection de l'environnement, donc par l'outil Sentinelle de la Nature bien entendu, mais aussi par d'autres. Vous pouvez contacter la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui est aussi très active, ou n'importe quelle association que vous connaissez, qui va pouvoir... Mais
pour avoir un constat, donc, ou n'importe quel naturaliste, collectif de naturalistes, qui va pouvoir constater finalement la présence de ces espèces protégées, et donc ça aura plus de poids que finalement si un citoyen le dit, malheureusement. Et puis aussi à l'État, donc au DREAL, donc en Ile-de-France à la DRIAT. Donc c'est plutôt l'État, l'OFB que je contacterai en premier lieu, parce que c'est eux qui vont avoir un rôle dans la procédure de dérogation d'espèces protégées, si elle était nécessaire. Donc avant qu'elle le soit rendue nécessaire, il faut qu'on soit déjà d'accord sur le fait qu'il y a une espèce protégée. Donc c'est plutôt vers eux que soit on a la preuve nous-mêmes, et là on essaye de leur donner, soit on leur demande de la produire eux-mêmes. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Alors, on a une deuxième question qui est... Lydie, bonjour, je suis conseillère municipale dans la minorité. J'ai entendu parler d'une charte de l'arbre. J'aimerais la proposer en délibération en conseil municipal. Mais ça va être difficile, mais à tenter. Où trouver ce projet de délibération? Je pense que c'était par rapport à quelque chose que tu avais dit. Ah oui, ça c'était une autre question, j'imagine. Non, c'est la même personne. Donc, mais peut-être que c'était une réaction par rapport à ce que je disais, donc j'avoue que je peux difficilement dire. Mais par contre, sur la charte de l'arbre, effectivement, il y a des collectivités qui s'engagent un petit peu sur des chartes de l'arbre, sur des procédures qui vont pouvoir concerner un petit peu tous les arbres, peu importe la situation dans tel ou tel secteur de la charte graphique du document graphique du plan local d'urbanisme. Donc c'est intéressant si c'est repris, donc c'est bien en jeu de votre situation, j'imagine. C'est repris dans les actes réglementaires. Donc effectivement, donc si par exemple, si on a un PADD, un plan local d'urbanisme qui va reprendre des dispositions de cette charte, qui va les rendre, leur donner une force exécutive plus forte, parce qu'ils auront une valeur réglementaire. Donc c'est ça un peu l'enjeu, c'est de faire passer de vœux pieux de projets à une norme. Une charte en elle-même n'est pas une norme effective qu'on peut exiger, dont on peut exiger l'application. Donc il va falloir veiller bien à la façon dont ça va être mouliné et intégré dans le droit positif. Moi je constate souvent des chartes de l'arbre qui ne sont pas respectées par les personnes qui l'ont édictées. Donc finalement c'est très intéressant, mais ça peut très facilement être lettre morte et n'avoir aucun intérêt finalement si c'est pas respecté. Donc pour ça il faut que ça soit un maximum porté vers l'obligation réglementaire. On a Philippe Vesco qui demande comment savoir pour connaître un danger d'abattage par une collectivité, un particulier ou une entreprise. Donc pour avoir l'information d'un projet de menace d'un arbre, ça c'est ce jeu de cette guerre de l'information, elle est très importante, très essentielle dans la protection des arbres. On verra dans le troisième webinaire. Oui aussi. Mais c'est vrai que c'est la difficulté, c'est une difficulté. C'est l'angle mort, c'est que des fois on n'a pas l'information et on voit arriver les équipes d'entretien qui viennent abattre les arbres et on ne l'a pas anticipé. Alors normalement ça ne devrait pas arriver, mais ça peut quand même arriver régulièrement. Donc si c'est une raison sanitaire, la santé de l'arbre, souvent les collectivités vont avoir tendance, peu importe lesquelles, conseils départemental, communaux, etc., vont pouvoir vont justement avoir un code à eux, ils vont mettre des coups de bombe de peinture d'une couleur ou d'une autre, comme l'ONF, l'Office national des forêts aussi le fait, mais c'est pas, sauf qu'ils ont des normes un peu différentes, mais ça c'est un moyen de savoir qu'un arbre finalement il est menacé. Ça arrive souvent, notamment dans les alignements d'arbres. Donc ça c'est un moyen de voir, d'anticiper ça, cette petite marque. Mais sinon l'affichage, parce que souvent c'est sur place
un affichage qui doit avoir lieu à minima. Et donc ça, c'est, bah voilà, faut qu'il soit fait. Mais s'il est fait, bah voilà, faut être vigilant à ces affichages-là. Et sinon, il y a aussi quelque chose, et ça rentre un peu dans le cadre de la veille qui peut être faite par les citoyens pour anticiper les projets, c'est de regarder les sites communaux. Des fois, on a des espaces dédiés aux travaux. Et dedans, souvent, on va dire tac, info coupe pour tels arbres, etc. Donc ça va être la source d'information privilégiée pour voir les projets de ce type-là. Après, et puis ça va dépendre finalement après de qui on est, dans quel espace, si on est dans une propriété communale, si on est dans un bois qui est géré par l'ONF, etc. Si c'est un bois géré par l'ONF, une forêt domaniale par exemple, on va avoir des informations, normalement des affichages sur le terrain et des affichages sur le site dédié, donc on va pouvoir regarder ça. Donc finalement, moi je pousse ceux qui veulent protéger à faire une veille de ça et des actes aussi administratifs. Après c'est quand même rébarbatif, mais par contre nous on fait une veille, donc vous pouvez aussi vous baser sur ce qu'on fait nous. Mais vous pouvez regarder donc les recueils des actes administratifs pour voir passer par exemple si normalement si tout est respecté, c'est forcément pas toujours le cas, mais si c'est respecté, normalement vous avez une autorisation qui doit arriver avant l'abattage, donc c'est aussi un moyen d'anticiper. On a une question de Sophie Duchesne-Latreuil. Dans le cadre d'un alignement, toute atteinte à l'intégrité des arbres alignés et la gage sévère ou coupure des racines est interdite et répréhensible, et le respect de leur intégrité n'est pas possible pour les arbres en simple EBC, non en alignement. Donc effectivement, pour les alignements d'arbres, je le disais, l'atteinte, elle est écrite dans la loi de manière... elle n'est pas précisée, donc c'est au sens large, et ça a été précisé par la jurisprudence, l'atteinte c'est entendu comme au sens large. Donc je le disais, je l'avais indiqué, une atteinte à des racines, donc je ne sais pas si on réduit le bac ou la place des racines, etc. Ça pourrait, pourquoi pas, rentrer dans ce cas de figure-là. Les élagages trop sévères, etc. Donc ça, c'est vrai. Et donc, lorsqu'on est en EBC, alors pour les espaces boisés classés, effectivement, c'est une protection qui est moins forte. Alors, c'est une protection qui est, enfin, moins forte. Donc, c'est une protection réglementaire dans le cadre du plan local d'urbanisme. Enfin du moins en tout cas qu'on peut associer au plan local d'urbanisme, et il y a surtout une procédure, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, des défrichages sont pas autorisés, et qu'on a une procédure pour pouvoir abattre des arbres. Donc c'est pas une protection, c'est pas une sacralisation des arbres, la présence dans un espace boisé classé. Je pense que ça peut être entendu au sens large, mais souvent ça va être des projets d'abattage, quoi, qui vont mener à des contentieux pour faire. Vous pouvez bien sûr invoquer auprès de la personne qui porte un projet, lui dire non mais ne gérez pas de cette manière les racines ou les arbres, les branches, etc. Ce dialogue ne va pas forcément porter ses fruits. Par contre, vous pouvez faire un contentieux. Et le contentieux, il va souvent apparaître par un projet d'aménagement qui va impliquer une atteinte. Alors, donc souvent, c'est l'abattage. Mais il est possible d'avoir une protection EBC qui s'applique à un simple projet, qui rend impossible, qui implique l'annulation d'une autorisation d'un projet d'aménagement voilà, je vais recommencer ma phrase parce qu'elle n'était pas claire. On a une jurisprudence, notamment dans le Val d'Oise, récente, obtenue par Val d'Oise Environnement, d'un projet de construction qui a été annulé, d'un permis de construire qui est annulé, du fait que le projet allait impliquer une atteinte aux racines d'un arbre en espace boisé classé. Donc c'est un exemple qui répond, je pense, à votre question. On a une autre question de Flopop. Que faire quand les arbres ont été abattus ou sont sur le point de l'être et qu'aucune demande d'autorisation environnementale n'a été effectuée par la société commanditaire du chantier ?
Alors, quand c'est comme ça, et donc c'est très souvent, bon, il n'y a pas y a pas une façon de faire, bonne façon de faire, mais en fait, en fait, on a deux objectifs. Un premier qui va être donc d'éviter l'abattage, et le deuxième qui va être de faire sanctionner si jamais on n'atteint pas le premier objectif. Enfin, on peut avoir cette stratégie-là. Euh, donc finalement, alors enfin, bon, le plus logique, ça va être d'alerter l'autorité qui va charger du contrôle. Donc là, ce sont la préfecture qui va donner l'autorisation. Donc c'est elle qui finalement devrait recevoir l'autorisation. Donc c'est elle qui va pouvoir intervenir si on ne sollicite pas l'autorisation. Donc la préfecture, les DREAL, les DREAT, les DDT, dans certains cas, qu'on va pouvoir informer le plus vite possible de ça, parce que c'est eux qui vont pouvoir rentrer en contact avec le porteur, enfin si jamais ils font le travail, de rentrer en contact avec le porteur de projet et de lui dire qu'il faut qu'il patiente sur les travaux, l'avancée des travaux, parce que sinon il va faire une infraction. Donc il y a donc voilà, l'autorité de contrôle, l'Office français de la biodiversité aussi, parce que eux, les agents peuvent constater des atteintes à la réglementation avec une casquette administrative et une casquette judiciaire, donc ils peuvent en même temps constater, instruire des rapports sur le non-respect d'une autorisation, mais aussi ensuite faire un procès verbal qui va mener à une sanction parce que ça n'a pas été respecté. Donc il y a ça, et pas oublier aussi, pour répondre à la question précisément, je pense que informer, mais de manière publique, informer avec des preuves, le porteur de projet, c'est une bonne manière de lui mettre un coup d'arrêt. Enfin, alors, c'est-à-dire que ça dépend aussi du maître d'ouvrage. Hein. Si on sait qu'il n'en a vraiment rien à faire du droit et de la biodiversité, et qu'il a une pratique du passage en force, on va parfois peut-être un petit peu en stratégie justifier pour lui le fait de passer en force, parce qu'il va se dire oh là là, si je me dépêche pas, ils vont m'embêter, ils vont réussir à m'enquiquiner, donc je passe en force. Donc des fois c'est peut-être contre-productif de faire ça, mais sinon dans la plupart des cas, je pense que informer, mettre en demeure finalement de respecter la réglementation, le maître d'ouvrage, le porteur de projet, c'est la première chose, c'est une chose à faire de manière simultanée avec l'information des institutions, parce que non seulement déjà on crée un dialogue, on lui donne l'occasion de respecter la réglementation avant de se mettre dans une situation compliquée, mais en plus de ça, dans certains cas, comme on lui aura donné l'information, il pourra plus dire qu'il ne savait pas. Vous voyez, il y a souvent cet argument qui est invoqué par les porteurs de projets qui détruisent l'environnement. Ils vont dire, par exemple, pour la présence d'espèces protégées, ou l'existence d'un monument d'arbre, ils vont dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. Et ça peut avoir des conséquences, enfin ça peut avoir des conséquences très importantes sur la difficulté à faire condamner cette personne après. Parce que malheureusement, l'élément moral, c'est un élément important. Et d'ailleurs, c'est ce qui... c'est cet élément, le fait de retirer de la loi cet élément moral qui est au centre des demandes finalement auquel a donné raison le gouvernement très récemment dans le projet de loi sur l'agriculture qui était voté et qui justement traite de cette question-là de l'élément moral dans le cadre des dérogations espèces protégées. Donc c'est un projet, donc voilà. Informer la personne au moins et avoir la preuve qu'on les a informés, ça rend incontestable le fait que la personne avait la connaissance et qu'il aurait pu se conformer à la réglementation. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il y a l'aspect informer les autorités de contrôle, les autorités de sanction et le maître d'ouvrage. Je pense qu'on peut prendre une dernière question et clôturer ce webinaire. On a Catherine Anner qui demande lorsque la mairie, malgré ses demandes depuis des années, refuse d'élaguer et traiter 4 arbres de plus d'un demi-siècle envahis par le gui et des péris, que faire ? Là, on est dans un sens plutôt de comment faire pour
pousser un maire à abattre des arbres, c'est pas vraiment le propos. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment le sens qu'on a imaginé. Voilà, je pense que les élagages, comme les abattages d'arbres, sont pas ne doivent pas être la norme. Enfin, les arbres n'ont pas besoin d'être élagués. C'est pour des raisons techniques qu'on les élague, mais c'est pas pour leur santé. Donc déjà, je pense qu'on devrait pas très rarement élaguer les arbres, et surtout à pas le faire dans les périodes de nidification. Pour les questions des maladies, c'est pareil, ça dépend vraiment, c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est un petit peu comparable à la question des espèces exotiques envahissantes. Il faut vraiment regarder dans quelle situation locale on se situe. Ça dépend vraiment, enfin, il faut une expertise concrète, attachée à la situation concrète, parce que il n'y a pas de, enfin voilà, on ne peut pas dire que le gui, la présence de gui est un problème en soi. Non plus qu'un arbre, voilà, qu'un arbre malade va transmettre la maladie. Donc il n'y a pas toujours une corrélation, enfin il n'y a pas il ne faut pas systématiser les réactions qu'on peut faire pour éviter des problèmes sanitaires des arbres. Souvent il y a quand même des mauvaises pratiques, et surtout voilà, des préjugés, des choses qui sont peut-être vraies quelque part, mais qui ne sont pas forcément vraies ailleurs. Donc je pense que voilà, la situation c'est concrète, c'est là. Donc à la limite, la réponse, je n'ai pas forcément comment faire. Y a pas, enfin, on voit bien dans toute la présentation et dans les questions que c'est plutôt l'inverse qu'on essaie de faire. C'est alerter les élus sur la protection des arbres. Pour les raisons qui poussent à les protéger. Quand c'est l'inverse, et c'est possible, hein, je ne dis pas que ça ne devrait pas arriver, lorsque il y a des éléments qui prouvent, enfin, qui poussent à élaguer, à abattre des arbres, je pense que dans ce cas, il faut que ça soit justifié par une expertise et des arguments scientifiques qui vont dans ce sens. Donc comment faire pour pousser un élu à un petit peu anticiper des agréments liés à des arbres, lui apporter des informations scientifiques sur cette question-là, ou lui demander de le faire lui-même. Mais voilà. Mais je pense que ça doit pas, j'espère pas en tout cas, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être très fréquent. Eh bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que donc on avait, il est déjà tard et on a pris beaucoup de temps. Donc je vous propose de clôturer ici. Si vous avez malgré tout des questions qui n'ont pas eu de réponse, et nous on va bien entendu les consulter, essayer d'adapter un petit peu le rendu donc bien sûr la vidéo sera publiée en ligne, elle est déjà sur YouTube. Mais on va essayer de donner aussi à toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire, donc de donner un petit peu des éléments des supports de présentation, etc., des liens vers les ressources qu'on a mis en œuvre, qu'on a mis à disposition dans le cadre de cette campagne. Donc on adaptera, je voulais dire, dans toutes ces ressources et dans les réponses qu'on va pouvoir donner aux questions qui ont été posées, bien entendu, pour satisfaire un petit peu tout le monde. Et voilà. Et par ailleurs, voilà, excusez-moi, je vous invite aussi à, donc si ces questions sont motivées par des luttes locales ou pas, n'hésitez pas à les signaler dans le cadre de la campagne, parce que voilà, c'est le canal de transmission, de discussion qu'on a imaginé pour améliorer justement l'information des citoyens sur les meilleures manières de protéger les arbres. Donc signalez, et on essayera de vous aider. Et puis voilà, signalez ou contactez-nous, hein, bien entendu. Il y a mon adresse mail, il y a une adresse de contact sur notre page pour toutes les questions qui ont trait à cette campagne, et bien entendu les moyens de contacter aussi Green Voice pour booster ou se lancer dans une mobilisation citoyenne en général, mais pas seulement l'outil de pétition.
Donc je vous remercie infiniment d'avoir assisté jusqu'au bout à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à la plupart des questions. Et sinon, on va essayer de compenser par toutes les ressources qu'on va mettre à disposition et par le dernier webinaire qui aura donc lieu le 18 mars. 19 mars. Il me semble qu'on a changé pour le 19 mars. Merci encore et à très bientôt.